Le cinéma a joué un rôle important dans ma vie et je me suis aperçu que déjà dans ma famille, quand j'avais, je sais pas, 14, 15, 16 ans, j'avais acquis une certaine autorité en matière de choix de films et que c'était moi qui décidais des sorties cinéma de la famille et que mon jugement a été apprécié. Et donc, quand nous partions de la maison pour aller vers telle et telle salle de cinéma, eh bien c'était moi qui en étais à l'initiative à l'origine. Je dis ça parce que je me suis demandé comment s'était manifesté mon ascendant au plus jeune âge, en quelque sorte. Et cet élément-là m'avait échappé. Ce n'est pas rien, quelque part. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais celui-là a été intéressant à signaler, d'autant plus que mon goût pour le cinéma n'a jamais cessé. Le cinéma est préférable au roman, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, parce qu'il exige une acuité visuelle de chaque seconde. Alors que le roman, finalement, nous prépare, nous raconte des choses, on a le temps de voir venir, on nous explique les choses, on nous décrit les choses. Alors que le cinéma et le théâtre, dans une moindre mesure, enfin, le théâtre a l'avantage d'avoir précédé le cinéma nous oblige à être à l'affût du moindre détail. Ce que le roman va expliquer en quelques phrases, le cinéma peut l'exprimer en un clin d'œil, c'est qu'à le dire. Donc, on pourrait parler aussi des bandes dessinées. Je trouve que moi-même, j'ai beaucoup pratiqué les bandes dessinées dans mon enfance. Le journal de Tintin, le journal de Mickey, les BD, comme on dit aujourd'hui. Avant, on disait les illustrés. Et ça paraît un genre mineur, mais finalement, la bande dessinée, elle est visuelle. Et vous savez toute l'importance que j'attache au visuel, qui me paraît beaucoup plus authentique que tout ce qui est de l'ordre de la parole. C'est-à-dire un enfant peut apprécier le visuel même s'il ne sait pas parler. D'ailleurs, j'avais fait une exposition à la Bibliothèque nationale, à Richelieu, juste avant le déménagement vers Tolbiac, qui s'appelait Merveilles sans images. Et je montrais, curieusement, dans cette exposition, qui a duré, je ne sais pas, un mois et demi, à la réserve de la Bibliothèque nationale, je montrais que, curieusement, des textes prophétiques qui étaient illustrés dans d'autres langues, quand ils étaient récupérés en français, eh bien, on supprimait les vignettes. Relativement peu de vignettes dans la littérature prophétique. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est que les Centuries, qui est la grande œuvre prophétique française, sont parues sans aucune vignette, à part la vignette de la page de titre, sur laquelle on pourrait d'ailleurs discuter. Et si on prend par exemple le Mirabilis Liber, qui reprend des textes parus en allemand, eh bien, toute l'iconographie des textes allemands, qui sont liés d'ailleurs au personnage de Lichtenberger, toute l'iconographie est disparue dans le Mirabilis Liber. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il y aura quelques iconographies sur les centuries qui seront rajoutées bien après leur parution. Parce que les vignettes parlent surtout à des gens qui sont analphabètes. Alors on parle beaucoup d'analphabètes, la synthétisation, mais finalement,
les analphabètes pouvaient prendre connaissance d'un certain nombre de choses par les vignettes, par les iconographies, par les dessins, par les sculptures sur les cathédrales, etc., etc., par les peintures. D'ailleurs, la musique aussi exige, à la différence de la lecture, une très grande acuité, une très grande concentration. La lecture, on voit bien, et ça sera ma conclusion, que c'est une pratique finalement problématique qui ne fait pas appel à l'acuité visuelle ni à l'acuité auditive en fait.